de se réinventer. Je vous en avais parlé au TD1, il me semble, quand j'ai dit que l'étudiant STAPS stylé ou à la mode, ce serait quelqu'un qui a des habits de seconde main, etc. Donc ça, c'est vraiment l'occasion de se réinventer et de réinventer notre société, notre monde à nous. Exactement, et dans chaque pic, il y a des façades différentes. Et donc c'est ça l'idée, c'est que on peut arriver en haut, mais on peut prendre ce chemin, on peut prendre ce chemin, ce chemin. Chacun va avoir son chemin pour arriver en haut à son objectif. Donc c'est une notion essentielle. Et chacun aussi va à son rythme. Eux, c'est nos sauveurs, hein, les politiques, parce qu'ils ont le pouvoir de proposer des solutions internationales entre les pays. Donc on a la conférence, les COP, conférence des partis, justement qui ont lieu assez souvent maintenant, et qui vont proposer des solutions. On va voir hein, si ça marche ou pas, et si tout le monde est convaincu. Les solutions globales, pourquoi ? Parce qu'on a des inégalités économiques. Ça, on l'a vu, où on a quand même quasiment 1 milliard de personnes qui vivent avec moins de 2,15$ par jour. Ça vous parle de 2,15$ par jour ? C'est quoi ce qu'il y a à prendre en compte dans cette mesure, dans ce seuil ? Parce que là, j'ai oublié de le préciser, on prend l'inflation en compte. Là, on l'a prise en compte dans ce calcul. Mais 2,15$, c'est quoi ? En France, c'est beaucoup, pas beaucoup ? Pas beaucoup, hein ? D'accord ? Par contre, vous allez en Algérie, vous transformez ça en dinars, c'est pas du tout la même chose. Donc 2,15$, c'est le seuil de pauvreté, mais il faut prendre en considération dans le pays dans lequel on vit, et dans la société dans laquelle on vit aussi. Donc il y a des inégalités de santé aussi. On avait vu qu'en 1800, il y avait un enfant sur 3 qui mourait avant les 5 ans. Là, on a fait de nets progrès, sauf qu'il y a toujours des inégalités. En bleu, hein, les pays riches, développés, la mortalité infantile reste faible, alors que dans les pays verts, vous avez des pays oranges ici, en Afrique subsaharienne et en Afrique centrale, où on a quand même un taux de mortalité chez les enfants qui reste élevé. Donc ça, vous l'avez déjà vu, 73 tonnes par personne et par an pour un Nord-Américain riche, qui fait partie des plus riches. Et d'ailleurs, on le voit ici, en Asie aussi, qui est un pays fortement impacté par les inégalités, il y a plus de 50% qui sont à 1 tonne. Plus de 50% de la population qui sont à 1 tonne par personne par an. Donc ça reste très faible. Ça, c'est, voilà ce que j'ai dit, 1,1. Et les US, on est à peu près à 16 tonnes. Donc il y a une différence assez importante. Vous avez les pays en violet qui polluent le plus. Mémorisez cette carte. Là, c'est la carte de l'empreinte carbone. Là, c'est la carte des conséquences. Je repasse. Ici, les plus gros pollueurs. Ici, ceux qui vont souffrir le plus des conséquences. Hop, hop là. Donc, on voit très bien que là, on pollue et ici, on souffre. C'est globalement le schéma. Vous avez l'Asie du Sud et les pays subsahariens qui vont vraiment, eux, souffrir le plus du changement climatique et des conséquences du changement climatique. On a ici des inégalités, on l'a dit. Les pôles se réchauffent. On le voit, c'est noir foncé. Est-ce que nous, on va arriver à 4 degrés en 2100 ? Ouais, voilà, c'est ça. On attend 2100. Pour le moment, les scientifiques pensent qu'on peut arriver à 3 degrés. Et si on pète le record, hein, on peut aller à 4 degrés. Ça serait... Donc, des inégalités dans les précipitations, ça, on l'avait vu. Et là, c'est les fameux scénarios. Et donc, on a vu toutes les inégalités. Si on prend un scénario inégal, ça donne quoi ? Ça donne un truc qu'on ne veut pas avoir. Ça donne ça. Potentiellement ça, mais on va plutôt parler de lui. Donc là, on prend l'exemple, on est dans un scénario où les inégalités persistent dans les conséquences et dans le changement climatique, mais aussi dans la transition écologique. Donc, les pays riches, qu'est-ce qu'ils font là ? Ils font quoi ? Ils passent aux panneaux solaires, aux énergies renouvelables. Et ça va nous permettre de quoi ? De diminuer notre empreinte carbone. Mais si chacun fait tout ça dans son coin, c'est-à-dire que les pays développés, ils vont continuer à développer leur électricité, leur système, grâce aux énergies renouvelables et aux énergies nucléaires. Donc, ils ne vont pas émettre beaucoup de CO2. Mais les pays sous-développés, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eux, comme il n'y a pas de politique globale, ils vont continuer à se développer avec des énergies fossiles, et donc ça sera leur tour de polluer. Donc ça, c'est pour la mitigation, donc l'atténuation de l'empreinte carbone, et en termes d'adaptation, ce sera catastrophique, parce que tous les pays n'auront pas les mêmes moyens financiers
pour survivre, entre guillemets, aux conséquences du changement climatique. Donc c'est un scénario surtout pas voulu et qui n'aura aucune efficacité. C'est pas probable selon le GIEC. On arrive à ce scénario 1, ça veut dire qu'on doit baisser drastiquement dès maintenant. Celui qu'on peut espérer, c'est lui. Espérant. Donc, ça c'est pour des solutions inégales. On vient d'aborder les solutions inégales. Que les Français sont alertes au changement climatique. Pas beaucoup. Est-ce qu'on est les pires? C'est vrai qu'en termes d'étudiants, il n'y a pas grand monde. Globalement, les politiques ils sont sensibilisés. Est-ce que les politiques françaises, les personnes, ministres, etc., sont conscients des enjeux climatiques et environnementaux? Voilà, c'est la réponse attendue. C'est la réponse attendue. On n'a pas grand monde. On a globalement un tiers des Français climato-sceptiques. Ça, ce n'est pas un chiffre vrai. Donc, il faut faire attention aux médias. Ce qui considère, dans l'étude, il y a 6% qui ne croient pas au réchauffement climatique. Donc, c'est-à-dire 6% qui sont vraiment climato-sceptiques. Il y a, dans ces 30% de comptés, il y en a 27 qui pensent que c'est dû à des phénomènes naturels. Et donc ça, on l'a vu, ce n'est pas vrai. On ne peut pas les considérer comme climato-sceptiques. Ils pensent qu'il y a un réchauffement naturel, on va dire, mais ils ne pensent pas que c'est l'homme, la partie prenante et la partie responsable de ce réchauffement climatique. Donc c'est quand même conséquent, hein, un tiers. À demain. Voilà, donc là c'est la comparaison par rapport au pays. Donc c'est assez amusant, et là j'ai été surpris des résultats aussi, pour vous avouer la chose. Alors on pose une question, à quel point le changement climatique est-il dû à l'activité humaine? En orange, je sais pas comment, oui, on va dire orange, on pense que c'est un peu dû à l'activité humaine. En blanc, un peu plus. Bleu foncé, c'est totalement dû à l'activité humaine. Et l'autre, je vous invite les traductions pourries, mais c'est beaucoup, on peut dire. Okay. Ici, en France, si on regarde bien, je vous laisse prendre connaissance de tous les pays, on est un des pires. Si vous prenez les boîtes bleu ciel, bleu foncé, c'est-à-dire qu'on croit que c'est soit beaucoup, soit entièrement dû à l'homme, on est un des pires. Il y a des pays qui ressortent lesquels, qui sont assez alertes à ces sujets. Ouais, le Mexique, après. Ouais, le Brésil, j'ai entendu la Corée. Où est-ce que c'est situé là? Ouais, la Corée, effectivement. C'est aussi de l'éducation, il y a le choix de l'éducation. Parfois, ils commencent à discuter un peu de ça à l'école, mais bon, assez globalement. Mais nous, on n'a pas eu cette chance-là, donc c'est déjà bien d'être sensibilisé dès le plus jeune âge. Je trouve ça dommageable dans le sens où on doit avoir une réponse collective et une union autour de ce problème qui va toucher toute la société. Et là, en fait, en divisant les peuples, on perd du temps à régler ce problème de lui, il vient de ce pays, etc., il doit repartir chez lui, tout ce qu'on veut, et au final, on ne règle pas le problème à la source qui va être les conséquences du changement climatique. Tout à fait. Moi, j'ai pas l'intention de me dire meilleur que des politiques, c'est très dur, je suis conscient de ça. Mais voilà, il y a des limites. Et notre ami Greta Thunberg, ça ne lui permet pas quand même d'être élu personnalité de l'année par le Time, donc c'est assez impressionnant. Ça lui permet aussi de faire un discours à l'ONU. Est-ce que vous savez d'où part le mouvement de Greta? Pourquoi elle a été connue? Ouais, voilà, grève de l'école en 2018 jusqu'en 2023. Donc ça fait un moment qu'elle n'est pas retournée à l'école. Sauf que le truc, c'est qu'en arrêtant l'école, ce mouvement il a pris de l'ampleur et il s'est diffusé dans différents pays. Et elle est connue pour ça. Autre chose de Greta, comment elle se déplace quand elle va en Amérique? En bateau. Elle prend pas l'avion, c'est bien. Mais le voilier, il y a des conséquences aussi écologiques. Surtout quand on le ramène en bateau ou quand on fly scam, je crois qu'on dit comme ça en anglais. C'est la honte, en fait, chez les Nordiques, ils ont une honte de prendre l'avion. Et c'est en partie dû au mouvement de Greta. Parce qu'ils savent que ça pollue beaucoup. Et ils sont à peu près conscients des conséquences écologiques de l'avion. Et notamment, donc, Suède, Danemark, Norvège, il y a ce mouvement de flyscam, beaucoup en Suède, d'où Greta Thunberg. Et donc, on a une honte de prendre l'avion. Donc, soit on ne le dit pas, soit on va s'amuser à faire des périples en train ou en bateau. Il a créé l'empreinte carbone. Donc, c'est Janko qui a créé notamment, qui a diffusé l'empreinte carbone et la notion d'empreinte carbone et de son calcul en France. Il a créé les Shifters, qui doit être le truc le plus connu. Je ne sais pas si vous connaissez, mais The Shifters, c'est le groupe d'intellectuels ou de personnes qui pensent
à ses conséquences écologiques et à la transition. Et il a créé Carbone 4 pour conseiller Engie sur l'énergie, parce que c'est un expert de l'énergie. Il est ingénieur, il est marrant et il est assez drôle. Vous allez voir qu'il dézingue quand il va sur le plateau télé. Voilà, donc le problème climatique est une affaire de quantité, la solution est aussi une affaire de quantité. C'est important de garder ça à l'esprit. Après, on rentre un peu plus motivé là. Les soulèvements de la Terre se sont fait flashballer en plein champ par une brigade de motos, et pas que. Notamment opposé là sur l'autoroute Castres-Toulouse récemment. Et eux, c'est quand même beaucoup moins violent. Et c'est par contre, ça c'est un mouvement, tapez sur internet quand vous sortez du cours, c'est impressionnant, hein. Il y en a dans chaque pays. Il y a la branche France, et donc ça nous permet de nous engager avec des banderoles et avec quelques mouvements. Certains l'ont compris, le GIEC, bien évidemment, et le GIEC et les autres. Je tiens à préciser, le GIEC, c'est une collection d'articles scientifiques faits par des chercheurs qui sont experts. Donc, il faut bien qu'il y ait des chercheurs à la base qui étudient ces problèmes-là avant de faire un consortium autour du GIEC. Donc, les scientifiques et les scientifiques appartenant au GIEC. Avec Fares et Seyna Seytouli, c'est un mouvement d'ampleur. Ils étaient à Montpellier il y a un mois. Par exemple, quand on n'a pas les moyens et qu'on n'allume pas le chauffage l'hiver, on fait en sorte que la transition écologique se passe bien. Mais par contre, ce n'est pas une sobriété, c'est une pauvreté là, dans ce cas-là. Mais il ne faut pas dire aux gens de la banlieue qu'ils ne font rien pour le climat. Ça part de ce constat et de sensibiliser les plus jeunes qui sont présents dans les banlieues. Ils vont installer une branche à la Mosson, et après on a d'autres associations qui sont intéressantes, Avenir climatique et Bon pour le climat, qui proposent aux jeunes de se rassembler, de discuter et avoir des actions autour de cette problématique. Henri David Thoreau, est-ce que quelqu'un connaît 1800, c'est un peu vieux, poète, écrivain, qui pour moi, il n'y a pas d'égal de Henri David en termes d'avant-gardisme. Il a tout compris avant les autres. Il est membre du transcendentalisme. C'est un mouvement, je vais définir pour ne pas lui faire d'offense, c'est un nouvel humanisme fondé sur le possible ressourcement de l'homme dans la nature. Il idéalise la nature et veut se protéger contre les méfaits de l'industrialisation. On est en 1800. On est en 1800, 1850. Il s'est enfermé 2 ans dans une cabane de quelques mètres carrés. Il vivait de rien, à part de la culture, pas d'argent. Et il a fait un livre qui est vendu à des centaines, des milliers, des millions même d'exemplaires traduits dans plusieurs langues, Walden, qui traduit La cabane en bois. Donc ces 2 ouvrages, c'est ça. C'est Walden, parce que c'est un modèle, il va retranscrire tout ce qu'il a vu, et ce qu'il fait de sa journée, c'est qu'il regarde la nature, et à travers ses phrases et ses rapports, c'est juste, ça vous donne envie d'être à sa place, alors qu'il vit de rien. Hein. C'est une vie austère et frugale. Hein. C'est, je plante mes fruits et légumes dans le jardin. J'ai un livre, un chef-d'œuvre, qui s'appelle La désobéissance civile. Parce que c'était quelqu'un de très engagé. Il est allé en prison, il n'a pas voulu y sortir. Il est allé en prison parce qu'il a refusé de payer les impôts aux USA. Parce qu'il n'était pas d'accord avec la politique de l'esclavage et il n'était pas d'accord avec le fait qu'on allait faire la guerre ailleurs. Et avec l'industrialisation. Donc ce monsieur, ils l'ont mis au placard. Et cette affaire est connue. Et c'est pour ça aussi qu'Henri David Thoreau, il est connu parce que bien qu'il écrit des poèmes, etc., il est allé au bout de son action en allant en prison. Il a sorti quelques phrases qui sont anti-consumérisme, anti-capitalisme. Notamment, presque tous les hommes savent gagner de l'argent, mais il y en a 1 sur 1 million qui sache le dépenser. Qui le saurait n'en aurait jamais gagné. Et donc là, on bascule dans la partie sombre, le fameux climato-sceptisme, intitulé un débat, le refroidissement climatique, en pensant que ça allait être amusant. Donc voilà, ces chaînes-là en continu, ils permettent de développer ce type d'idées. C'est légitime de ne pas avoir compris les conséquences climatiques. Est-ce que c'est légitime? Oui, non. Pourquoi? Je vous laisse réfléchir. Donc, est-ce que c'est légitime? Est-ce que ce monsieur, il fait exprès? Est-ce que ce monsieur, il est vraiment sûr de lui? Il pense que c'est pas vrai, le réchauffement du climat, ça n'existe pas. C'est pas dû à l'homme et ça n'existe pas, tout simplement. Ou est-ce qu'il a compris, mais il veut faire parler de lui? Donc, il y a plusieurs choses aussi à prendre en compte. D'où l'idée de ce monsieur aussi, qui est patron et qui va dire de ne pas se laisser dicter par la pensée unique. Parce qu'il y a aux États-Unis, il y a des complotistes qui pensent que le climat, en fait, c'est quelque chose qui est mis sur la table
pour prendre le pouvoir et renverser la société capitaliste et l'ultralibéralisme. Donc c'est des théories. Voilà. Et on a à l'heure actuelle qui eux sont toujours dans la thématique mettant les charlatans de l'écologie avec la photo de Greta. Pour la 5G, j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Il n'y a aucun débat intelligent. La plupart du temps, c'est oui ou non. Tu te places de quel côté? Pas intelligent, une passerelle. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous dit l'ami? L'ami nous dit, soit c'est la 5G, soit c'est les Amish. C'est une figure de style, parce qu'il va convaincre les gens, il va dire, ok, si vous voulez pas la 5G, on va pas repartir, c'est pas le modèle ancien des Amish. Alors la phrase, je me suis noté la phrase typique des Amish, c'est « Tu ne te conformeras point à ce monde qui t'entoure ». Typiquement, ce sont des gens qui vivent avec des vieux habits, qui se déplacent en calèche. Donc voilà, c'est vraiment un mouvement qui a pris l'ampleur aux USA, je crois qui est né en Europe, qui a pris place et qui fait que se développer. Donc, on a ce milieu entre les Amish et la 5G. Personne suivante, mon préféré, je vous laisse lire la phrase de Bolsonaro. Voilà. Et ça, on est président d'un pays. On est président d'un pays. Argument principal, planning familial pour diminuer les naissances, pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a plein d'autres choses à faire. Le Brésil, il fait quoi notamment pour défoncer la planète? Déforestation massive au Brésil. Donc lui, au lieu de s'inquiéter de ses problèmes, il va dire ça. Voilà. Ça n'aide pas à grand chose. Donald Trump, je vous laisse lire, toujours pareil, ces deux phrases. Les USA, c'est pouvoir planétaire, et on a un monsieur comme ça qui arrive au pouvoir. Il a eu certes des qualités, parce que sinon il ne serait pas là. Il doit avoir plein de bonnes idées. En tout cas, quand on fait passer un monsieur sur un problème aussi inquiétant et qu'il dit ça, ça fait peur. Ici, il faut juste comprendre que l'empreinte carbone, ça prend en plus l'importation. Donc, c'est-à-dire que tous nos produits qui sont faits en Chine et qu'on consomme nous, vont être pris en compte dans l'empreinte carbone, dans la jaune. Et donc, on est à 11 tonnes par personne. En Chine, on est à 8,3 par exemple. C'est une petite infographie que je vous ai mise. C'est là où c'est important. C'est que on constitue 6% de la population mondiale en Europe. On est à gauche. Pourtant, on a une empreinte carbone de 10%. Les USA constituent 4% de la population mondiale et ils ont l'empreinte carbone qui représente 15% de l'empreinte carbone mondiale. Donc il y a une légère différence quand même. Bon, le PIB reste stable, alors que la Chine c'est quand même un cinquième de la population mondiale et c'est un quart de l'empreinte carbone. Donc c'est assez impressionnant. Et enfin, la population de 2000 à 2018, elle a augmenté de 23%, et notre empreinte carbone, elle a augmenté de 50%. Donc c'est vraiment pas la même mesure là, c'est pas le même ordre de grandeur. Et enfin, le mieux pour la fin, les émissions elles diminuent en Europe et aux USA de 6%, et en Chine, elles augmentent de 175%. Notamment parce qu'ils sont en développement, mais notamment aussi parce qu'on a délocalisé nos industries. Donc, quel mouvement politique? On va commencer par le sommet de la Terre, à Rio, où là, on définit le développement durable. Pour la première fois, on va définir le développement durable en 1992. Et on prend conscience que c'est les pays développés qui vont devoir prendre en charge ce problème. Après, on a le protocole le plus connu avec les accords de Paris, le protocole de Kyoto. Kyoto, il est ratifié 2 pays qui sont là, et on les connaît bien, ces 2 pays, les USA et le Canada. Pourquoi ils ont décidé de ne pas ratifier? À l'époque, c'est Bush, aux États-Unis, qui a dit non, on ne veut pas de ça, parce que ça va freiner l'économie, et ça va nous diminuer le développement. Donc voilà, il a dit très clairement, il a été honnête. Bon, les USA à l'époque, ils étaient déjà très bien développés, si ce n'est peut-être les plus développés, mais ils voulaient continuer à développer encore leur pays, et eux, le Canada, ils ont dit on se retire parce qu'on pense que le protocole de Kyoto c'est fait pour soutirer de l'argent aux pays riches
pour les donner à d'autres pays. Kyoto, c'était pour diminuer de 5% par rapport à 90 les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on va le voir, ce n'est pas encore d'actualité. C'était prévu pour 2008. On est en 2023, pas encore atteint tous les objectifs. Et enfin, le plus connu, des accords de Paris en 2015 qui visent à diminuer en dessous de 2 degrés et autant que possible à 1,5 degré d'ici 2100. Les accords de Paris stipulent qu'on doit arriver à 0 émission de carbone en 2050. Voilà. Il reste encore pas mal de choses à faire pour arriver à ces objectifs, comme on va le voir. Ici, la COP26, vous avez le monde. Là, il y a un seul pays sur toute la planète qui respecte l'accord de Paris et la limitation à plus 1,5 degré. Et ce pays, c'est la Gambie. Ce n'est pas eux qui ont pollué le plus, autant dire. Et critiquement insuffisant, très insuffisant et insuffisant, quasiment tout le monde. Donc on est très loin des engagements de Paris à 1,5 degré. D'ailleurs, ce qui est intéressant, vous vous souvenez de la courbe de CO2 qui augmente? Plus on a eu de protocoles et de COP, il y a un schéma qui circule sur Internet qui est assez amusant. Vous avez une courbe ici de CO2 et vous avez les dates. Donc, protocole de Kyoto, accord de Paris, tous les COP. Et en fait, chaque truc, chaque COP, l'empreinte carbone augmente. À un moment de l'année, tous les pays discutent. Bon, ils font des accords, mais il faut les mettre en place et il faut agir. Parce que là, le temps est compté, littéralement. D'ailleurs, là, c'est le GIEC. Vous avez ce qu'il faut faire, en jaune et en bleu, et vous avez ce qu'on fait, en rouge. Donc le fossé est assez grand, et il devient de plus en plus grand. Si on reste sur ce qu'on fait là, à l'heure actuelle, sachant qu'on commence à prendre conscience, à diminuer, je pense qu'on va se stabiliser et pas faire ça. J'espère en tout cas. Donc voilà, ça c'est les efforts qu'il nous reste à faire. On a les pays où, vous savez, qu'est-ce que ça représente? Zéro émission. C'est quoi zéro émission? Est-ce qu'on vraiment on arrive à zéro émission? Ça correspond à quoi quand on dit zéro émission en 2050? C'est que déjà on va diminuer drastiquement, mais les émissions, parce qu'on ne peut pas arriver à zéro, on va continuer à émettre, sauf que ce qu'on peut émettre, ça va être capté par les océans et par la photosynthèse. Ça ne va pas être en grosse quantité, donc ça va être suffisant pour être absorbé par l'océan et la photosynthèse. Vous avez les pays en violet, c'est ceux qui ont promis d'avoir zéro émission. En vert foncé, vous avez les pays qui ont le zéro émission dans les lois et après dans les documents qui vont être votés en vert plus clair. Donc, il y a beaucoup de pays européens, les pays développés, ils ont zéro émission, mais on est encore loin du compte. Encore très loin du compte. Donc, est-ce que le développement est encore possible? On a la courbe du PIB qui augmente, on a la courbe des énergies fossiles qui augmente. Et la notion, c'est que les politiques aujourd'hui, ils vous parlent de développement durable, ils vous parlent de quel terme? Croissance verte, ils vont vous parler de transition écologique, ils vont vous parler de sobriété énergétique, oui. Sobriété énergétique, mais globalement, on a cette notion de développement. On va continuer à se développer. Même si on arrive à zéro émission, on va continuer à se développer. On a vu, avec l'énergie, c'est pas possible, c'est des rêves. Donc on a fait ce développement durable, et la notion de développement durable, elle est critiquée. Tu as lu développement durable en STAPS, et vous me dites que le développement durable, vous n'y croyez pas. Ça paraît un peu bizarre. Pourquoi? Parce que la sémantique a un rôle, il va falloir définir tous ces termes. Ça veut dire qu'on va continuer à se développer, mais de manière durable. C'est pas possible. Parce que si on continue à se développer, on va avoir besoin d'un gros PIB, donc beaucoup d'énergie. Donc le développement durable, attention à la sémantique et les gens qui l'utilisent. C'est critiqué et c'est critiquable, comme on vient de le voir. Donc là, on a tous ces marqueurs-là. Et l'idée, ça vous le voyez notamment l'atelier d'Eton qui ont tout repensé leur atelier là récemment, j'ai vu. Je conseille d'ailleurs l'atelier d'Eton à faire si vous ne l'avez jamais fait. L'atelier d'Eton, il considère que la théorie du donut, c'est une théorie centrale pour l'avenir. Je vous l'avais déjà expliqué. Ici, c'est quand on tape dans les ressources. En vert, c'est quand on est dans le juste milieu. Et l'idée,
la richesse vue par le mot PIB, ça n'existe pas. Ce n'est pas forcément quelque chose de louable. Et j'aime bien prendre le PIB comme une divinité. C'est l'argent, le PIB. On va tout faire pour ça. On va vénérer le PIB, littéralement. Donc ça, on arrête. Ce modèle, on arrête. L'idéal, ce serait ça. L'idéal, ce serait, pour les politiques, de diminuer le CO2 et d'augmenter la croissance. On appelle ça un découplage. Notez tout cette notion, c'est une notion hyper importante, le découplage. Le découplage, c'est le fait de continuer à se développer, mais tout en diminuant son empreinte carbone. Donc ça découple, on va le voir ici, on a des pays dont la France, c'est magique, on arrive à découpler. De son pays, les pays développés, les pays les plus riches, globalement, ils arrivent à découpler. Vous avez en bleu le PIB qui augmente par habitant, le PIB, pardon, et ici, vous avez les empreintes d'émission de carbone qui diminuent. Donc là, on arrive à découpler. J'ai oublié d'amener une notion au découplage. 3 possibilités de découpler. La sobriété, l'efficacité, ou le recyclage et la substitution. Ça, on vient de le voir. Donc, on arrive à découpler. Sauf que, comment on arrive à découpler? Par exemple, un avion, il y a 40 ans, va utiliser beaucoup plus d'énergie, alors que maintenant, elle utilise beaucoup moins. Donc, on va augmenter l'efficacité. Sauf qu'on l'a vu, le découplage, c'est que les pays riches, comme par hasard, qui ont le droit de découpler. Donc, c'est l'apanage de certains pays uniquement, alors que nous, on attend une réponse globale. Ensuite, on arrive à verdir, par exemple, on va arriver à verdir. Vous comprenez le mot verdir ou pas? On va essayer d'améliorer d'un point de vue écologique un secteur, l'aviation, l'industrie de la... Je sais pas quelle industrie, sauf que, ok, on va diminuer un peu l'empreinte carbone parce qu'on a amélioré l'aviation ou on a amélioré, je sais pas moi, l'informatique ou un gros secteur de l'industrie. Donc, les émissions de CO2 vont augmenter, le PIB va diminuer et le PIB va continuer à augmenter, sauf que c'est un secteur. Alors que nous, on veut tous les secteurs parce qu'on veut arriver à zéro. Et ça, on n'y arrivera jamais. Pas à l'échelle, pas suffisante, que certains pays, les pays les plus riches. Et ça, c'est dû à l'amélioration de certains secteurs de l'industrie. Pas tous. Et on n'y arrivera jamais à tous. À diminuer à zéro pour avoir un PIB qui augmente. On va prendre comme indicateur le PIB, comme on fait d'habitude. D'ailleurs, c'est critiquable le PIB. Et dans le développement durable, on prend toujours ce PIB comme indicateur parce qu'on va réussir, soi-disant, à découpler en faisant augmenter le PIB, diminuer les émissions de carbone. Sauf que le GIEC, dans le rapport qui vient de sortir là, je vous laisse prendre 30 secondes pour lire ce qu'ils mettent sur le développement durable et le découplage. Ils n'y croient absolument pas. Donc, le découplage n'est pas la solution. Du moins, pour faire face et arriver dans un scénario d'émission de CO2 à 1,5 degré de réchauffement. On a décidé d'appeler ça le monde de demain. C'est sobriété, efficacité, substitution. On peut jouer sur ces 3 facteurs. Les 3 ensemble, 1 des 3, 2 des 3, à voir. On a dit que le PIB ne va pas continuer à augmenter et qu'il va falloir quand même diminuer l'empreinte carbone. Donc, on peut proposer des indicateurs. La qualité de vie, le bien-être collectif, la justice sociale, répartir les richesses, répartir l'énergie, parce que je vous rappelle que quand même la France, on est pas mal implanté, les autres pays européens en Afrique, justement pour piller les ressources, les minerais, et aussi au Kazakhstan et d'autres pays en Asie. Le climat et la préservation des écosystèmes. Ça remplace la divinité PIB. C'est ça l'idée. La sobriété, c'est différent de la pauvreté. Vous l'avez déjà dit. Pourquoi? C'est un choix. Parce que Engie a augmenté leur abonnement, a augmenté le prix du kilowattheure. Donc du coup, les gens, ils ne veulent pas trop chauffer parce que ça coûte cher, mais ce n'est pas parce que c'est voulu. C'est parce que les gens, ils n'ont pas les moyens, parfois, de se payer cette mensualité pour se chauffer. Et donc, tout le monde, les politiques en premier, waouh, on a diminué la consommation électrique du pays, surtout dans les logements, parce qu'ils ont arrêté, ils ont baissé le thermostat. Ben non, d'accord. Donc, ce n'est pas une notion de sobriété, mais plutôt de pauvreté.
La sobriété, c'est faire avec moins. Et l'avantage, c'est quoi? Et pour moi, retenez un truc, c'est pour ça que je vous ai mis les alertes mignons. Quand il y a des alertes mignons, c'est que c'est un message à retenir sur tout le TD. La sobriété, c'est quelque chose de voulu, mais on est actif. N'oubliez jamais que quand vous allez sur Amazon, vous avez le pouvoir. Même si vous ne pensez pas, chaque consommateur a un pouvoir. Quand on va faire nos habits, quand on va acheter nos habits, quand on va acheter nos habits de sport, quand on va acheter des outils informatiques, je ne sais pas quoi, on a le pouvoir, si on veut être sobre, on prend une marque éco-responsable, on prend de la seconde main, on a le pouvoir, et donc on fabrique plus. Donc le PIB diminue. S'il y a moins de biens et services, le consommateur va acheter moins, l'industrie va moins produire, et le PIB chute. L'efficacité, c'est l'inverse. Et m'améliorer le rendement d'un avion, vous allez m'améliorer le rendement d'une machine à laver ou je ne sais pas trop quoi pour consommer moins d'énergie. Donc, on va être efficace. C'est-à-dire que pour avoir un même résultat, on va utiliser moins d'énergie. Donc, on devient plus efficace. C'est la deuxième notion hyper importante, c'est l'efficacité. Et donc là, est-ce que le consommateur est acteur? Non, mais il est passif. Il est dans la bonne position. On va lui dire, tu t'occupes de rien. Nous, on va faire en sorte d'améliorer le rendement et l'efficacité pour que tu continues à consommer ce que tu veux. C'est quoi la notion de... C'est quoi le problème avec ça? Il y a une notion essentielle. Si on augmente l'efficacité, ça veut dire que... Ah non, si on augmente l'efficacité, ça veut dire que pour un même bien et service, un même résultat, on va utiliser moins d'énergie. Du coup, elle diminue. Est-ce que le CO2 diminue depuis 10 ans, 20 ans? Non. Ok, pourquoi? Vous avez combien de téléphones? Vous avez combien de télé? Combien de frigos? Avant, il y avait un frigo. Avant, il n'y avait pas une tablette, un ordi, un téléphone. Donc là, nous, on a fait ça. On a fait ça. Donc, en fait, ça s'appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que, ok, il y a de l'efficacité au niveau de l'avion, de l'efficacité au niveau des machines à laver, tout ce que vous voulez, mais on en a acheté plus. Du coup, on va consommer plus. On a tout ça, je sais pas, faites un test. Moi, je m'étais amusé à calculer mon empreinte carbone sur un site où il demande le nombre d'appareils électroniques que vous avez chez vous. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On n'y fait pas attention parce que pour nous, c'est naturel de mettre une tartine de pain à griller, mais vous attention. Et pourtant, c'est un appareil électroménager. Et donc, justement, là, vous avez l'avion. Donc, l'avion, c'est les émissions de CO2 liées à l'avion au cours du temps. Il a fait qu'augmenter en rouge. Et d'un autre côté, vous avez l'efficacité qui fait que diminuer. Donc, c'est-à-dire que les avions sont plus efficaces. Ils vont rouler le même kilomètre, mais avec moins d'énergie. Or, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent l'avion. Donc, le CO2 lié à l'aviation augmente, bien que l'efficacité, elle, augmente aussi et permet de diminuer l'empreinte carbone. Est-ce que tout... Mais ça veut dire que le consommateur se dit bon, c'est plus efficace, donc je peux l'utiliser plus. Tout à fait. L'efficacité dans tous les cas, et c'est pour ça que je ne critique pas l'efficacité, je critique l'effet rebond. L'efficacité, c'est un moyen d'arriver aux objectifs de développement durable. N'oubliez pas, l'efficacité est importante. D'ailleurs, 40% de pertes sur un moteur thermique de voiture. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va mettre un mec des mines, qui sort des mines, un ingénieur, on va lui dire, bon, moi là, je veux que 5% de pertes. Là, je veux que 10% de pertes. Là, je veux que 20% de pertes. Sauf qu'il y a de la physique. Et la physique, elle a des barrières. Et on a beau augmenter l'efficacité des trucs, la physique nous restreint. Donc l'efficacité énergétique, comprenez que ce n'est pas la magie. On ne va pas arriver à zéro perte. Il y en aura forcément. Donc on sera limité. Ce ne sera pas la seule solution, l'efficacité énergétique. C'est sûr. Ça ne sera pas la seule solution, ça ne peut pas l'être. Une des modes là, c'est la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, c'est un modèle d'efficacité énergétique. C'est une amélioration technologique. C'est le plus important là. C'est une équation qui permet de tout comprendre le problème de transition écologique. On part de CO2 égale CO2. Ça, c'est les équations de Kaya, l'équation de Kaya. CO2 est égal CO2. Sauf que lui, après, il a mis tous les termes qui sont liés à l'émission de carbone. Donc la population, plus on est sur Terre, plus on va émettre de CO2. Ensuite, le PIB par habitant. Plus le PIB par habitant sera élevé, plus on va émettre de CO2. Là, ici, l'énergie sur le PIB, c'est-à-dire la quantité d'énergie
qui va être utilisé pour augmenter d'1 $ le service ou le bien rendu. Donc, concrètement, si on peut résumer, c'est l'efficacité énergétique, c'est ce terme. Et là, c'est ici l'énergie, le contenu de CO2 dans l'énergie. Est-ce que c'est de l'énergie sale, charbon, pétrole, ou est-ce que c'est de l'énergie entre guillemets propre? Pour atteindre le 0%, le zéro émission, on va diminuer par 3. Donc si on divise par 3 de ce côté, c'est une équation, c'est une égalité, pardon, on divise par 3 de l'autre côté. Donc alors, on va partir, est-ce qu'on divise ça par 3? On appelle ça génocide. Donc on ne va pas le faire, ok? On ne va pas diviser, on est prévu d'être 9 milliards en 2050, on ne va pas tuer un tiers de la population, ok, même plus, pour l'émission de CO2. Donc ça, c'est pas possible. Ensuite, le PIB par habitant. On va décider, tous les riches, je m'appelle Robin des Bois, tous les riches, je les vole, vous donnez aux pauvres. Maintenant, c'est fini, vous donnez aux pauvres. Ça c'est pas possible, à l'heure actuelle. D'ailleurs, le PIB, il fait qu'augmenter. Au lieu de diviser par 3, il augmente de 2% par an. Donc ces deux termes, c'est pas un bon indicateur pour le moment. Et ici, l'efficacité énergétique, c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, elle augmente, mais pas suffisamment. Loin d'être suffisant pour diviser par 3 l'émission de CO2. Et ça, prendre un chemin, on va mettre des panneaux solaires, mais en plus on va utiliser du charbon, on va utiliser du pétrole, on va utiliser du gaz. Donc des énergies qui sont dites sales. Donc ça, ce ne sera pas ici suffisant pour diviser par 3. Et donc on a un problème. Parce que ça, on ne va pas tuer du monde. Ça fait appel à de la sobriété ou de la pauvreté. Comprenez bien. Si maintenant on décide d'agir sur ça, soit on crée de l'inégalité, la seule solution pour le PIB sur population, c'est de prendre aux riches, pour qu'ils restent stables, de prendre aux riches et donner aux 50% les plus pauvres. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que ça se fasse. En tout cas, niveau politique, ça va être très mal perçu. Ici, c'est utiliser de l'énergie primaire plus propre. Et là, c'est augmenter l'efficacité. Ça, on l'a vu, c'est pas suffisant. Et ça risque d'être pas suffisant parce que ça nécessite, comme vous l'avez dit, le gaz, le fuel, le gaz, le pétrole et le charbon. Il n'y a rien de mieux d'un point de vue physique pour faire de l'énergie. Il n'y a rien. Donc, si on veut les remplacer par de l'énergie primaire plus propre, on ne pourra pas diviser par 3 l'émission de CO2 pour un même PIB. Si on veut vivre dans la société dans laquelle on vit et continuer comme ça, si on utilise de l'énergie plus propre, ce ne sera pas possible d'un point de vue énergétique. Parce que le panneau solaire ne vaut pas le charbon. Le panneau solaire ne vaut pas le pétrole. Et donc l'équation de Kaya, elle nous dit répartition des richesses. Pour un PIB stable, il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres. Une répartition de l'énergie plus égalitaire entre les pays. Et toujours pareil, le développement durable. Mais le développement durable, 17 indicateurs. On les a vus ensemble, les 17 indicateurs du développement durable. Et il ne faut pas prendre le PIB comme divinité. Parce que la croissance économique ne sera pas possible avec l'équation de Kaya. Ou très compliqué, et pas voulu surtout. Donc, éviter l'effet rebond, et le terme préféré, la sobriété. Ça nécessite de la sobriété, forcément. Enfin, comment communiquer? C'est un article de Nature. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va parler de climat à des gens qui ne connaissent rien, parler positif. Essayez de dire que c'est pour les générations futures. On pourra faire un atelier au cours des TD au second semestre si vous vous sentez prêt. Par exemple, je peux jouer le rôle du climato-sceptique ou je peux jouer le rôle de la personne qui ne connaît rien au climat. Il faudra essayer de me convaincre pour m'intéresser à ce sujet-là. Ce n'est pas l'histoire de juger vos connaissances, c'est juste vous allez voir à quel point c'est difficile d'avoir une approche avec ce type de personnes. Donc, les solutions individuelles, c'est un levier. Il faut l'objectif 2 tonnes, notamment. Je vais avancer assez vite. 2 tonnes par personne, c'est l'objectif fixé. Il faut qu'un Français en 2050 atteigne 2 tonnes. C'est quoi 2 tonnes? 2 tonnes, c'est ça. C'est Paris-New York, une fois, vous avez déjà atteint vos 2 tonnes. Donc vous faites Paris-New York en avion, vous arrêtez de manger, vous arrêtez de bouger, vous avez 6000 km en voiture. Ceux qui utilisent la voiture, ils le font en général, par an. Donc, le problème des 2 tonnes, on voit bien que 2 tonnes pour un Français en 2050, c'est très compliqué à atteindre. Par exemple, là, vous avez la tonne de CO2 équivalent évité. Si on fait du télétravail, on va éviter quand même 0,1, ok, c'est assez important. Si on fait un parc automobile électrique, moins émetteur, donc électrique et en plus utiliser moins la voiture,
le gain est maximisé. L'Eurovélo, donc je ne sais pas si personne n'a prévu des vacances à l'heure actuelle, cet été, vous pouvez penser à l'Eurovélo. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais le transport en vélo se développe à une vitesse assez folle. Là, vous partez du Portugal, vous arrivez tout en haut, vous pouvez même faire Norvège, Suède, tous les pays nordiques, ça fait des kilomètres. Hein. Mais c'est pour vous dire à quel point l'Eurovélo est développé. Donc c'est des moyens qui se démocratisent. C'est la solution positive et c'est des solutions par contre du coup individuelles plutôt. C'est vous qui décidez, pendant les vacances, je vais aller faire un peu de vélo, je vais partir sur les pistes Eurovélo. Là, ce qui est assez amusant, c'est les gens qui ont trouvé du boulot dans l'industrie du vélo. On a attendu. Donc là, vous avez l'industrie du vélo, là, vous avez l'industrie de la voiture. En 2030, on attend 232% d'augmentation dans l'industrie du vélo et 90%, donc une perte de 10% dans l'industrie de l'automobile. Et ça ne va faire que augmenter ce fossé. Aussi, là, vous avez les employés dans le vélo qui augmentent de plus en plus, qui prend une part importante quand même dans les pays européens. Et là, vous avez le coût. Là, vous avez un cargo e-bike, donc ce n'est pas le vélo à 100 euros, hein. C'est un vélo qui coûte assez cher. Et au total, vous allez le payer 4 000 euros, la voiture 20 000 euros. Ça va vous coûter, regardez les frais de réparation, l'électricité, tout, vous êtes gagnant en fait avec le vélo. En plus, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Des vélos, vous pouvez porter jusqu'à, dans les plus gros cargos, il y a des centaines de kilos qui peuvent être mis dans un vrai gros cargo électrique. Donc voilà, c'est bien. Le problème, c'est que, quoique maintenant, j'ai vu une voiture vélo avec vraiment l'allure d'une voiture, sauf qu'au lieu d'avoir un moteur, vous êtes en train de pédaler à l'intérieur, ça vous protège de la pluie, etc. Mais c'est des choses à penser. C'est intéressant. Et là, vous avez le Danemark. En 2045, ils ont prévu 746 km de pistes cyclables. À Montpellier, on est loin. 746. Donc rien que pour Copenhague, ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte 300 millions, mais en bénéfice attendu, c'est 800 millions. Ensuite, le vélo, ça vous permet de diminuer de 92% l'empreinte carbone si vous passez de la voiture au vélo. Il y a 30% de mortalité en moins, parce que ça fait des bénéfices liés à l'activité physique, mais aussi à moins d'accidents. Les accidents de voiture, d'accord, il y en a beaucoup, même si on n'est pas conscient. Et enfin, on a plus de voitures, on a plus de vélos et de voyages à vélo que de voitures. Parce que quand on est habitué à faire du vélo au quotidien, en vacances, on peut se dire, en fait, c'est bon, le vélo, moi, ça me plairait, je sais pas, d'aller faire le canal du Midi ou des destinations plus locales, on va dire. Donc là, dernière slide sur les solutions individuelles. Si vous arrêtez de prendre l'avion pour faire Madrid-Rio, ou donc Paris-New York, vous allez diminuer de 5 tonnes. Okay, donc c'est conséquent. Alors que si on achète un truc pour water saving, donc comment on dirait, pour retenir l'eau dans les douches par exemple, on va 80 kg en moins. Remplacer les LED, 90 kg. Voilà. Placer des panneaux solaires, c'est ici 10 panneaux solaires, ça fait moins 1 tonne. C'est quand même assez impressionnant. Alors que l'avion, c'est drastique. Et là, si on arrête la voiture, c'est 2 tonnes. Bon, en gros, le développement durable, c'est faisable si on ne prend pas comme indicateur le PIB, à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, à l'échelle internationale. Il y a 3 termes, sobriété, efficacité et recyclage, pour diminuer l'empreinte carbone, pour avoir d'autres indicateurs. Ces indicateurs, ils sont là, et ce n'est pas forcément la croissance économique via le PIB. Est-ce que vous pensez avoir entamé votre démarche, c'est-à-dire avoir des actes et de commencer à penser dans votre quotidien à ça? Si oui, levez la main, il ne s'agit pas de stigmatiser du tout, ce n'est pas mon intention ici, c'est de juste voir, et ceux qui ont déjà engagé ce type de transition ou de solution individuelle, c'est-à-dire prendre le vélo pour venir à la fac, je veux bien que vous partagez votre expérience.